Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons recevoir des personnalités qui ont connu l'enfer de la rue. Du jour au lendemain, ils sont en effet devenus SDF et ils ont vécu plusieurs années de galère, le froid, la faim, la peur, le rejet de leurs proches et aussi celui de la société. Qu'est-ce qui les a conduits dans la rue? Qu'est-ce qui les en a sortis? Accueillons tout de suite nos invités très chaleureusement. La première d'entre elles a tenté sa chance en se présentant au casting de Popstar et elle a ému le jury de l'émission et tous les téléspectateurs. Après avoir vécu 2 ans dans la rue, Sarah Terry sort enfin de la galère et redécouvre aujourd'hui une vie normale. Qu'est-ce qui l'a conduit à 16 ans à vivre dans la rue? C'est ce qu'elle va nous raconter. Je propose d'accueillir tout de suite Sarah Terry. Elle a été révélée par le Loft 2 et elle a marqué les téléspectateurs, elle aussi grâce notamment à son inséparable petit compagnon d'aventure, Peyote le rat. Julia a connu la rue à l'âge de 13 ans, elle y est restée près de 3 ans. La faim, le froid, la peur, ce sont les mots qui reviennent à son esprit aujourd'hui pour décrire ces années de galère. Voici Julia. Il a travaillé pour les plus grands artistes comme Claude François, il a collaboré à la radio avec Jean-Pierre Foucault, il a enregistré un duo célèbre avec Sim dans les années 80, ça s'appelait Où est ma chemise grise? Il a vendu ce titre à près de 2 millions d'exemplaires et puis un jour sa vie a basculé, il a absolument tout perdu et il s'est retrouvé, ce qui est absolument incroyable, dans une véritable galère, puis dans la rue pendant un mois et demi. Voici Patrick Topalov. Elle a vécu dans la rue, mais la concernant, c'était un choix. C'est une journaliste, Claudie Kibler-Andréotti. Elle a voulu comprendre et décrypter le monde des SDF, le monde de la rue. Son enquête l'a conduite à vivre dans la rue sous une fausse identité, en se grimant, maquillée et clochardisée pour mieux prendre la température, si je puis dire, pendant plusieurs mois. Voici Claudie Kibler-Andréotti. Dans quelques instants, on va revenir sur l'histoire incroyable de Patrick Topalov, cette grande star, il y a quelques années de cela, qui était très populaire, qu'on voyait sur tous les plateaux de télévision dont on chantait les titres et qui s'est retrouvé un beau jour dans la rue. Et vous nous expliquerez comment ça s'est passé pour vous pendant un mois et demi, si les gens d'ailleurs vous ont reconnu. Mais on va tout de suite démarrer avec vous, Sarah. Aujourd'hui, vous avez 18 ans, vous êtes chanteuse. Vous avez participé à l'émission Popstar Le Duel et marqué les téléspectateurs parce que vous veniez de la rue, et c'est peut-être pour ça, ou grâce à ça, en tout cas, que vous avez été choisi par le jury. À 16 ans et demi, vous vous êtes donc retrouvé à la rue. Cette situation a duré pendant 2 ans, jusqu'à ce que vous fassiez Popstar. Qu'est-ce qui vous a conduit dans la rue? Ça n'a pas duré exactement pendant 2 ans. J'ai été dans la rue véritablement pendant 1 an, et une période hébergée par des amis. Pourquoi est-ce que vous vous êtes retrouvée dans la rue? Pourquoi est-ce que je me suis retrouvée dans la rue? J'avais 2 ans quand j'ai été prise par mes grands-parents, où je suis restée pendant un peu plus de 14 ans. Je suis repartie avec ma mère pendant 5-6 mois. C'était génial, tout se passait bien. On s'aimait beaucoup, beaucoup trop peut-être. Et ça en est venu à un point où on essayait de se dicter la vie l'une de l'autre. Et en même temps, étant super indépendante, on a fini par se bouffer le nez. Et bon, ça ne pouvait plus continuer comme ça. Et vous êtes partie? Et je suis partie, en espérant être hébergée pendant un certain temps chez les amis, pendant peut-être tout le temps. Et vous vous êtes un jour retrouvée dans la rue. Vous vous souvenez de cette première nuit? Je me souviens de cette première nuit, oui. C'était véritablement l'horreur. J'avais peur, c'est pas un univers vraiment gai. La première fois qu'on y va, c'est vraiment effrayant. Vous étiez toute jeune, hein, vous aviez 16 ans? 16 ans et demi. Vous avez dormi où? Oui, j'ai dormi la première nuit sur une grande place, sur un banc. Vous êtes du Nord? Je suis du Nord. Il faisait froid? Il faisait froid, oui. Sur un banc? Mais comment est-ce qu'on peut dormir quand on est une jeune fille, une ado? On ne dort pas. On dort que d'un œil, on essaie de se reposer au maximum. Mais c'est pas possible de dormir véritablement. Pourquoi vous pensiez ce soir-là sur ce banc? Je pensais pas à grand-chose. Je me demandais ce qui allait m'arriver surtout. La peur, vous l'avez connue par la suite? La peur, je l'ai connue par la suite aussi, oui. Tous les jours? Pas tous les jours, non. J'étais entourée par la suite par des gens qui m'ont protégée, surprotégée. Et le froid? La faim? Et le froid, la faim, mais au début, c'est effrayant aussi. On se dit, on va avoir tout le temps froid, on va avoir tout le temps faim. Puis pour finir, on commence à faire la manche, à gagner un peu d'argent, qui nous permet de nous nourrir un petit peu, pas tout le temps, et on ne peut pas manger à notre faim tout le temps. Et le froid, à la fin, on l'oublie, et puis on connaît des squats. Et tout va mieux quand c'est faim, tout va mieux.
quand on est en squat comme ça et avec des gens autour de nous, ça va quand même un peu mieux que quand on est vraiment dehors toute seule. Quand on a 16 ans et demi, on est au chaud chez ses parents, on regarde la télé, on rêve à des choses très jolies. Vous faisiez la manche à cette époque-là. À quoi vous pensiez en tendant la main? Je pensais qu'un jour je m'en sortirais. Je pensais que j'aurais cette fierté-là aussi, au moins de m'en être sortie par moi-même. Et voilà. Vous aviez honte quelquefois? J'avais honte quelquefois, je voulais pas qu'on me reconnaisse, j'avais des amis, je voulais pas qu'ils me voient. Mais en même temps, je me disais, c'est ma vie et c'est comme ça, c'est tout. Vous êtes habituée à la rue? Je me suis habituée, oui. Maintenant, pour en sortir, ça a été assez dur parce que des fois, ça manque. Ça manque. Ça manque? C'est les gens qui nous ont entourés, qui nous manquent. Des fois, ça m'arrive de repartir des journées complètes avec les gens qui m'ont entourée pendant cette période-là, aller les voir, faire la manche avec eux, une journée, 2 jours, pour me retrouver avec eux, pour vivre. Enfin, excusez-moi. Julia, je vous en prie. Moi aussi, des fois, je comprends ce qu'elle dit parce que moi aussi, des fois, je pète un câble et je me dis, mais qu'est-ce que j'étais bien et j'étais libre et je voudrais. Enfin, on n'a plus de contraintes, quoi. C'est incroyable ce que vous dites. La liberté de la rue, presque un choix finalement. Moi, c'était un choix. Enfin, au bout d'un moment, non, ça devient plus un choix, mais la première fois, c'était un choix et c'est vrai que des fois, je me dis, putain, enfin, excusez-moi, je me dis, zut alors, qu'est-ce que j'aimerais retourner là-bas, quoi. Vous étiez encore plus jeune, vous aviez 13 ans. Moi, j'avais 13 ans et demi, ouais. La première fois, ça s'est passé comment? Pourquoi vous vous êtes retrouvée dans la rue? Parce que j'ai grandi avec mon père et ma mère et ma tante, mes parents étant séparés. Et puis un jour, ma mère est partie. J'ai vécu avec mon père et quand elle est rentrée, elle m'a récupérée. Elle m'a récupérée, quoi. Vraiment, c'était ça. Moi, je voulais pas y aller et ça se passait pas bien. Et puis, un jour, je me suis barrée. Je suis partie. Comme une rebelle. Voilà. Et alors, c'est bien beau de jouer la rebelle à 13 ans, mais quand on se retrouve comme votre copine de galère, si je puis dire, sur un banc, comme Sarah, à quoi on pense à 13 ans? Les premières fois, à 13 ans, je suis partie de chez moi, mais je voulais pas... j'avais pas d'endroit où aller. Je pouvais pas aller chez mes parents, chez mon père ou chez ma tante, parce que ma mère leur aurait créé des problèmes par rapport à des histoires familiales. Et je suis partie chez une amie, puis chez une autre amie, et jusqu'au moment où je suis rentrée chez moi, parce que je partais le matin de chez eux, je squattais toute la journée dehors, je disais ouais, je vais à l'école et tout, alors que je restais toute la journée dehors à zoner, et puis je rentrais le soir, je dormais, je repartais le matin, jusqu'à ce que je me dise ouais, c'est abusé, je les dérange ou quoi, que je reparte chez quelqu'un d'autre, et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne et que là je rentre chez moi. La première fois que vous êtes retrouvée dans la rue, c'était où? Vous avez dormi où? À la gare de Cannes. Parce que j'avais des amis qui dormaient à la gare. Et j'ai dormi à la gare. Et là aussi, comme Sarah, vous n'avez pas dormi? Non, j'ai attendu la journée pour dormir. Trop peur? Ouais. Enfin, c'était... toute ma vie, j'ai grandi chez mes parents, avec mon lit, ma chambre. Et là, je me retrouvais dans une gare toute seule la nuit, dans un endroit qui sent mauvais. À me dire, toute ma vie, on m'a dit la nuit, c'est dangereux et tout. Donc... Au bout d'un moment, vous vous rendez compte vraiment... Au début, vous partez de chez vous, vous vous dites, voilà, je suis libre, je suis une grande et tout. Puis vous arrivez et là, la nuit tombe. Il n'y a plus de gens dans les rues, les magasins ferment. Il reste un café ouvert et rien, quoi. Et là, vraiment, là, vous vous dites, zut alors, quoi. Patrick, oui. Sarah a dit une chose très, très vraie. Il y a 5 minutes, elle a dit, la nuit, on ne dort que d'un œil. Et c'est vrai, on ne dort que d'un œil. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, on ne sait jamais ce qui peut arriver, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Et c'est beaucoup plus important pour elles, qui sont des jeunes filles, qui étaient des jeunes filles, qui sont toujours des jeunes filles. Quand on est un homme, c'est un peu différent. Où est-ce que vous avez dormi la première fois dans la rue? Pourquoi? Où est-ce que vous avez dormi? À la gare du Nord, à Paris. Dans une gare aussi, comme Julia. Dans une gare. Il y a rien de mieux qu'une gare. Hein, parce qu'on est protégé, on a un toit. Bon, il fait froid. Et c'était pour moi, comme pour vous, très certainement, le seul endroit où on pouvait retrouver peut-être une certaine chaleur humaine. Parce qu'il y a des gens? Ou parce qu'il y a des SDF? y a des gens. Parce qu'il y a des gens, parce qu'il y a des SDF, alors on se fait des amitiés.
C'est exact. Attendez, racontez-moi, c'est incroyable, Patrick Topalov. La première fois que vous êtes arrivé à la gare, vous avez été une immense star. J'ai pas réagi. J'ai pas réagi. J'ai dit, bon, bah tiens, eh ben, je vais dormir là. Vous aviez plus d'endroit où aller. Vous, c'était pas un choix. Moi, c'était pas un choix. C'était vraiment, c'était une obligation. Donc, je suis à la gare du Nord parce que, bon, c'est un endroit que... Accueillant. Oui, c'est un endroit accueillant, c'est vrai. C'est un brassage, c'est un peu comme Marseille, comme la ville de Marseille. C'est un port, ça remue beaucoup. Et je me suis... mes pas m'ont guidé là, à la gare du Nord. Je me suis mis sur un banc. J'ai dit, tiens, je vais dormir. Mais je pensais pas que c'était définitif. C'est au bout du 3e ou 4e jour que j'ai senti que ça risquait d'être définitif. Et là, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Alors là, il y a une espèce d'angoisse et je dirais même de jubilation parfois. Comment ça? Un peu de jubilation. On se dit, bon ben voilà, je ne peux pas aller plus bas, j'y suis, j'y reste. J'ai la flemme de remonter. C'est très morbide. Oui, parce que l'environnement s'y prête aussi. Et puis l'environnement moral s'y prête également. Alors je me suis dit, bon, je suis là, j'y suis, j'y reste. Je vais me fondre dans cette espèce de magma et je ne vais plus en bouger de cette cour des miracles. J'avais un Walkman qu'on ne m'a pas volé. On ne m'a pas volé. Et j'écoutais toujours les mêmes musiques. J'avais le Requiem de Mozart, qui n'est pas d'une grande gaieté, et 2e et 3e de Rachmaninoff. Et c'est pour ça que je les écoute toujours avec ce plaisir un peu morbide en dehors de la beauté des œuvres. Mais j'écoute ça, je me dis, et quand je pense que j'écoutais ça, quand j'y étais. Et c'est vrai que quand on est dans ce fond, dans ce bas-fond, ben on n'a pas envie d'en sortir à la limite. Parce qu'on a des copains. Elle a raison, on a des copains qui viennent vous voir, qui viennent vous dépanner d'une cigarette, d'un verre d'eau, d'un verre de vin, un truc comme ça. C'est une espèce de petite famille. Vous allez nous raconter dans un instant les raisons pour lesquelles vous vous êtes retrouvé dans la rue. Mais comment est-ce qu'on est Patrick Topalov tout d'un coup, très connu, beaucoup d'argent, la célébrité, la facilité, tout d'un coup on se retrouve dans une gare avec des SDF, des types qui ne se lavent pas tous les jours. C'est vraiment un monde. Est-ce qu'on vous reconnaissait d'ailleurs? On me reconnaissait, on n'y croyait pas. Les gens me disaient, quand est-ce qu'on vous voit à la télé? Ah, voilà. Vous étiez l'idole de ma grand-mère. Bon, quand est-ce qu'on vous voit à la télé? C'est peut-être pas le débat actuel. Et ça fait quoi? Du bien, du mal? Ça fait du bien, parce qu'on se dit que les gens vous reconnaissent, donc peut-être un jour, on ne sait jamais. Peut-être les gens qui m'ont posé cette question à l'époque sont contents de me voir, aujourd'hui à la télévision. Et puis on se dit après, bon sang, mais c'est vrai qu'il faut que j'y retourne, il faut que je reparte. Il faut que j'y retourne, mais vous n'avez pas jamais eu honte d'être Patrick Topalov qui est dans la rue? Honte. Ça doit faire le vertige en tout cas. Honte, non. Désespéré, oui, mais honte, non. Honte, non. On ne peut jamais avoir honte d'une condition dans laquelle on est, que ce soit provisoire ou définitif. Je crois que lorsqu'un homme ou une femme a la chance de vivre, il n'y a pas à avoir honte de vivre, de n'importe quelle façon que l'on vive. Voilà. Julia, vous, est-ce que vous avez eu honte quelquefois d'être tombée bas peut-être comme Patrick Topalov? Moi oui, j'ai eu... Enfin, j'osais plus aller voir mes amis. Quand vraiment, pas quand je venais de partir de chez moi, mais vraiment après, quand je suis partie et que là, vraiment, ouais, j'osais plus aller devant mon ancien collège ou mon lycée. Quand je voyais quelqu'un dans la rue que je connaissais, je m'enfuyais parce que... On a, je pense, peur du regard des gens qu'on connaissait. Qu'on connaît, ouais. C'est quelque chose qui nous effraie limite parce que on se demande comment ils vont pouvoir réagir en nous voyant comme ça.
Et c'est pas très très rassurant de se dire qu'ils peuvent nous rejeter complètement parce qu'on est dans tel état, dans telle situation. Vous étiez passé dans un autre monde? Oui. Le regard des autres tue. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Patrick Topalov, le regard vous transperce, vous n'êtes plus un individu, vous êtes déchu. Claudie, vous êtes journaliste et vous allez nous raconter dans quelques instants comment vous, vraiment par choix et parce que c'est votre travail, vous êtes rentré dans la rue en vous déguisant, entre guillemets, comme une SDF pour être avec eux, à leur côté et voir justement quel est le regard des gens. Mais je voudrais qu'on revienne sur la honte dont vous parliez. Qu'est-ce qui était le plus dur? Vous, de 13 à 16 ans, hein, vous étiez dans la rue Julia. Vous étiez dans quel état? Vous étiez sale? Vous mangiez pas? C'était difficile? Qu'est-ce qui était difficile? J'avais faim. C'est-à-dire que pratiquement toute la journée, on a faim jusqu'à ce qu'on mange. Et quand on a mangé, comme on n'a pas mangé à sa faim, généralement, moi, quand j'étais dans la rue, j'ai jamais fait un repas salade, entrée, fromage, dessert, quoi. Jamais. Quand je mangeais un sandwich, c'était vraiment un bon repas. Et par rapport au regard aussi, moi, je pense... Enfin, j'avais pas l'impression d'être invisible, j'avais l'impression que le regard, il changeait, quoi. Que les gens, ils vous regardent plus, même si c'est vos meilleurs amis ou quoi, il y a une gêne un peu... La pitié? Ouais, peut-être, mais c'est pas de la pitié, on est gêné, on n'a pas envie de... C'est comme si c'était contagieux. Pitié, d'accord. Matinée de méchanceté et de mépris. Dans le genre, lui, il y est, moi, j'y suis pas. Ouf. Ouais, mais surtout dans votre cas, ça nous touche pas, quoi. C'est ça aussi. C'est vrai que des fois, on a l'impression qu'on a une maladie qui est gravement contagieuse. Les gens passent des fois à côté de nous et font un écart pas possible quand ils passent juste devant nous. Et on se dit, mais est-ce qu'ils vont attraper ma maladie? Mais je suis malade de quoi? Alors, on reparlera justement aussi de l'hygiène qui est importante quand on est dans la rue. Comment vous avez fait, vous, tout bêtement, pour aller vous laver? Mais comment vous avez fait, vous, Julia, pour vivre? Avec quoi? Quel argent? Alors, moi, j'ai commencé au début, j'ai tapé la manche. Parce que c'était le seul moyen que j'avais. Et puis, quand vraiment j'avais pas envie, j'allais encore... Enfin, je trouvais pas le courage, mais je me disais, ravale ta honte et va demander des sous, quoi. Et j'ai fait tous les gens que je connaissais, c'est-à-dire que j'ai emprunté de l'argent à tous les gens que je connaissais, même ceux, les amis de mes parents que j'avais vus 3 fois, le bar de ma tante où je suis allée manger quand j'étais petite, où j'allais tout le temps manger. Tous les gens qui me connaissaient de près ou de loin, j'allais leur gratter des sous jusqu'à ce que je doive des sous à tout le monde et que je puisse plus. À partir de là, j'ai commencé... Et des actes répréhensibles? Ouais. Oui, c'est-à-dire? Bah, tu voles, tu peux vendre des choses pour des gens. Moi, j'ai vendu toutes mes affaires précieuses que j'avais, c'est-à-dire les bijoux que j'avais, même mes bandes dessinées, mes Astérix, je me souviens, j'allais les vendre 10 francs aux bouquinistes. J'y allais avec des piles de 5, c'est des trucs précieux pour moi quand j'étais petite, quoi, que j'avais entassé. Et j'ai tout vendu, tout ce qui pouvait être vendable. Je l'ai vendu soit à des magasins, soit à des friperies, soit à des gens qui étaient moins en galère que moi et qui en avaient besoin. Et après, j'ai vendu des choses et d'autres, et voilà. C'est quoi des choses et d'autres? Ça m'arrivait de vendre du cannabis, ouais. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez ressenti, justement, vous qui étiez toute jeune, à devoir vendre ce type de choses pour vivre? C'est désagréable parce que déjà, c'est pas pour moi. C'était pas pour moi, donc c'était des gens qui... Enfin, j'étais une fille, moi, j'avais une bande, et j'étais vraiment la princesse, quoi. Après, je suis retournée chez moi quelques temps, après je suis repartie vraiment pour longtemps. Et là, j'ai rencontré des Parisiens qui étaient redescendus sur la côte et qui m'ont pris sous leur aile, en quelque sorte. Et eux, ils sortaient de Fleury, il y en avait 2 sur 4 qui sortaient de Fleury. Ouais, Fleury-Mérogis, Paris. Et ils avaient les moyens de pouvoir se débrouiller. Vous avez fait des mauvaises rencontres? Ouais. Je pense qu'on on en fait toujours des mauvaises rencontres. Par exemple, étant une fille, je sais qu'il y a des gens qui ont essayé de profiter de moi. C'est-à-dire? J'ai pas envie de m'attarder dessus parce que c'est des choses qui me font mal, mais on a essayé de me violer. Heureusement que j'avais les amis que j'avais à côté de moi. Heureusement qu'ils étaient là. Vous êtes journaliste, vous vous êtes donc infiltré dans le milieu des SDF, vous vous êtes grimé, parce que là, quand on vous voit, on peut à peine imaginer que vous puissiez passer même pas 2 heures la nuit au Gare du Nord. Vous êtes une femme aussi. Qu'est-ce que vous avez ressenti justement en tant que femme dans la rue? Vous avez fait des mauvaises rencontres? Vous avez été agressée?
Ça, j'ai frôlé tout ça, mais la rue est un monde impitoyable, on ne sait pas qui va nous agresser, qui va nous tomber dessus. Quelqu'un a dit, je crois que c'est un de mes frères qui a découvert en lisant mon livre ce que j'avais fait, elle a eu plaisir à connaître. Non, j'ai pas eu plaisir à connaître ça, je ne l'ai jamais fait par plaisir, je l'ai fait pour savoir, pour essayer de comprendre la vie des gens les plus démunis, pour essayer de défendre, qu'on les méprise moins, qu'on porte notre regard et qu'on sache que sous les habits du clochard, il y a un humain. Alors on n'oublie justement, pas qu'il y a un humain. les habits du clochard. Julia et Sarah, vous êtes des filles, vous êtes jolies, coquettes, je le vois. Est-ce qu'il y a des moments où vous ne vous reconnaissiez pas? Est-ce que vous aviez une glace? Est-ce qu'il y a des moments, en tant que fille, on ne se supporte plus, parce qu'on se dit, mais je ne ressemble plus à un être humain? Est-ce que ça vous est arrivé? Déjà, on n'a pas besoin de miroir, parce que dans la rue, chaque magasin a au moins 2 miroirs. Donc on se voit quand on marche, même quand on marche, on se voit partout. Moi, je ne me regardais pas. C'est-à-dire que j'allais le matin, je prenais ma douche à la gare ou dans la douche publique de Cannes, mais j'évitais... déjà, j'étais plus du tout coquette. Le moindre truc féminin qui serait ressorti, c'était... pour moi, c'était une provocation. Et Sarah, donc, aussi. Moi, j'avais énormément de mal à me regarder, c'est vrai. Mais maintenant, quand j'allais dans les accueils de jour, j'essayais de temps en temps de demander un peu de maquillage aux gens qui travaillaient là-bas pour dire de me remaquiller un peu. Ça fait peur parce qu'on se dit, mais est-ce que les gens ne vont pas vous regarder et essayer de vous agresser encore une fois? Mais en même temps, moi, ça me faisait plaisir de me revoir. Je me trouvais beaucoup plus jolie maquillée que quand j'étais sale, ce qui est tout à fait normal. Et ça fait du bien de se sentir jolie de temps en temps, même dans ces circonstances-là. Patrick, dans quel état physique vous étiez quand vous étiez dans la rue? Barbu, hirsute, pas rasé? Non. Elles ont raison. On essayait de garder cette dernière attache, c'est-à-dire la propreté et l'hygiène physique. Donc, je m'arrangeais. J'allais soit dans les trucs publics, c'est vrai, ou des amis, ceux qui me restaient, me donnaient des lames rasoirs jetables. Et je me rasais au savon, non pas avec la crème à raser. Ils vous invitent pas, ils vous donnent, mais ils vous invitent pas à venir vous laver chez eux, quoi. Oui, bon, ça m'est arrivé une fois ou deux en un mois et demi, qu'on me dit, viens à la maison pour prendre un bain ou une douche. Mais sinon, non. Non. Ils ont peur des petites bêtes. Vous savez qu'il existe dans toutes les villes maintenant des organismes, vous pouvez aller vous laver, prendre une douche. Mais lorsque vous voulez vous doucher, si vous êtes comme ces 3 personnes, moi-même, en forme, ça va, mais il y en a qui se traînent, il y en a qui sont usés, parce que la rue, c'est épouvantable, c'est un monde impitoyable, vous êtes usés, alors vous buvez parce que vous avez peur, parce que vous avez froid, parce que vous voulez oublier. À la fin, quand vous sombrez dans l'alcool, il y a peu de chances pour que vous émergiez, c'est très difficile, mais quand vous ne tenez plus sur vos jambes, comment aller prendre une douche, comment donner vos vêtements à laver? Et une chose m'avait choquée, moi, personnellement, à Toulon, tant pis pour les Toulonnais qui m'entendent, mais c'est vrai, c'est que vous donnez votre linge à laver et on vous donne d'autres linges propres. Vous n'avez jamais... Donc, il n'y a même plus quelque chose qui vous appartient. Il n'y a plus d'identité, vous n'êtes plus rien. Et on veut aider, c'est beau, c'est généreux, tout ce qui est fait est magnifique, mais il faut penser quand même à la personnalité d'un individu, qu'il existe, que comme nous tous, il a été un nourrisson à son départ, qu'il a eu des parents, qu'il a eu une famille normalement, et que la lutte dans la rue est difficile et très inégale. On parlait tout à l'heure avec Julia notamment de tomber bas et d'aller jusqu'à vendre de la drogue pour survivre. Vous, Patrick, vous êtes tombé très très bas à un moment. Il y a une chose que je voudrais... remarquer et noter. Depuis ce moment-là, j'ai toujours froid. J'ai toujours froid. Je ne sais pas pourquoi, je n'avais jamais connu ce truc thermique, et maintenant j'ai froid. J'ai besoin de chaleur. Comment vous avez tenu le coup dans la rue, Patrick? J'ai tenu le coup dans la rue parce que je suis d'un optimisme effréné. Effréné. Je ne sais pas si c'est l'atavisme slave qui fait ça. Mais si on n'est pas optimiste dans la rue, on s'effondre. On est foutu. On s'effondre. Si on n'est pas optimiste, alors évidemment, c'est sinusoïdal. Il y a bien des moments où il fait froid, c'est triste, plus personne ne vous parle. Mais bien sûr. Mais est-ce que vraiment on a envie que quelqu'un vous parle? Est-ce qu'on a vraiment envie? Moi, j'avais pas envie. Je voyais personne. Parce que ni ma famille, ni mes amis, ni rien. Je voulais pas qu'ils me voient comme ça. Je voulais pas. Je me suis dit, je m'en sortirai tout seul.
Un jour, je m'en sortirai. Je ne sais pas quand. Mais il y a toujours, dans le mot désespoir, qui commence par un D, qui finit par un R, au milieu, il y a une espèce de petite flamme qui est là. Vous savez, comme les bougies électriques, là, avec une lumière un peu rouge, très artificielle. On se dit, tiens, elle brille. Elle brille pas terrible, mais elle brille. Peut-être qu'un jour, elle va éclater, peut-être que un jour, ça va se transformer en spot. Comment ça vous est arrivé, Patrick Topalov? Racontez-nous ça. Ça m'est arrivé à la suite d'un divorce malheureux. Donc après, ça a été une descente un petit peu parce que j'avais tout abandonné, j'avais tout laissé, j'étais parti comme ça. C'est-à-dire que tout appartenait à votre femme, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc je suis parti et j'ai logé un petit peu à gauche à droite pendant quelques années, pendant de nombreuses années. Combien de temps? Et puis au fur et à mesure, le cercle des gens qui vous accueillent, qui vous reçoivent, se restreint de plus en plus. Parce que au début, on rend service, c'est normal. Puis après, on gêne. Puis après, on devient un boulet. Puis après, c'est casse-toi. Moi, ça m'est arrivé, excusez-moi, voilà, ça m'est arrivé de dormir chez un couple d'amis de mes parents. Et un jour, je suis partie parce que j'ai surpris le mec qui disait à sa femme « mais on n'est pas à l'armée du salut » ou je sais plus quoi. Et, alors que, justement, moi je venais, j'arrivais à l'heure du coucher, je prenais le moins de place possible, j'attendais qu'ils aient tous pris leur douche et tout. S'il restait de l'eau chaude, je prenais ma douche. Sinon, vraiment, je faisais tout pour être invisible. Et vous vous dites, c'est un grand coup dans la gueule quand même, parce que vous vous dites, voilà quoi. Moi, j'ai 16 ans et demi, lui, il a une famille, une maison, il a eu 16 ans et demi aussi, et il en a rien à foutre, quoi. Il faut que je me casse parce que je le dérange dans son salon, il peut pas regarder, je sais pas quel film. Patrick, vous connaissez le sentiment que justement la plupart des gens ont par rapport aux gens qui sont dans la rue, qui sont SDF, c'est s'ils y sont, c'est parce que quelque part, ils l'ont bien cherché, ils l'ont bien mérité. Est-ce que vous avez senti ça, vous, de la part de vos amis ou du milieu du showbiz que vous fréquentiez? Que je fréquente toujours. Oui. Enfin, à l'époque, ils vous ont un peu abandonné, vos amis. À part quelques-uns, oui, ils m'ont laissé. Il y a eu ça. Il y a eu ça. Vous savez, le monde est partagé entre le bien et le mal. Alors on croit que le bien existe, et bon, il y a aussi du mal. Et on croit que le mal, les gens qu'on n'aime pas, qu'on trouve désagréables et tout, ils sont là pour vous tendre la main. On se dit, mais bon sang, mais j'ai été complètement aveugle de ne pas penser que cela pouvait avoir un cœur formidable, un cœur énorme. On ne pouvait pas imaginer. Ce qui est épouvantable, c'est qu'on se dit qu'on en est arrivé là, alors qu'avant, à la limite, on était de l'autre côté de la barrière, de la barricade, et c'est nous qui aidions les uns et les autres en disant « Dis donc, je suis un peu dans la gêne en ce moment, tu peux pas me prêter ? Si, combien tu veux ? Je voudrais que tu m'héberges pendant 3-4 jours, pas de problème. Pendant une semaine, pas de problème. J'ai besoin d'un petit peu d'argent. Tiens, voilà un petit peu d'argent. » Et quand on se retrouve... Mais on se rend pas compte qu'on fait du bien. On fait du bien. Bon, on dépanne un copain. Et quand on se retrouve après dans la même situation, et encore pire, dans la même situation, alors là, l'ego, il en prend un grand coup dans la tête. Et on n'a plus envie de le faire. On n'a plus envie de le faire. On se dit, je ne vais pas les emmerder encore. Je ne vais pas encore leur téléphoner. Ou frapper chez eux à 8 h du soir quand ils regardent le journal. Je ne vais pas les emmerder encore. Donc, on va dans les gares. C'est terrible, la solitude? La déchéance. Oui. Oui, La c'est pas la solitude. La déchéance. C'est la déchéance de la solitude. Oui. C'est quoi la déchéance de la solitude, Patrick Topalov? La déchéance de la solitude, c'est quand il n'y a plus personne à qui parler, c'est quand il n'y a plus personne à qui s'adresser et quand il n'y a plus personne qui vous écoute. Non pas qui vous écoute, mais qui vous entend. Et ça, c'est terrible. Là, on est vraiment tout seul. Vous pensiez, Patrick Topalov, à tout ce que vous aviez avant, quand vous étiez dans la rue, l'argent, la chaleur, les bons restaurants, la célébrité? Mais bien sûr. Mais bien sûr. On se dit, bon sang, mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Et moi, je me suis dit, c'est mon expérience personnelle, je me suis dit, bon, si j'en suis arrivé là, c'est que il faut que je le vive comme une expérience. Allez hop. Hein? On oublie un peu tout le côté misérabilisme de la situation. Allez, on prend ça comme une expérience, puis demain il fera jour, demain sera un autre jour, et puis on vit toujours avec cet espoir, cette espèce de carotte à l'âne, qui fait que demain,
étant donné que ce sera un autre jour, peut-être il va se passer quelque chose. Peut-être, je ne suis pas sûr, mais si ce n'est pas demain, ce sera après-demain. Si ce n'est pas après-demain, ce sera peut-être dimanche. Il y a toujours un peu cette lueur d'espoir. Je vous dis, cette petite lumière entre le D et le R. Il y a qui veut réagir dans l'entente public? Je vous en prie, vous avez un micro. Bonjour. Je voudrais déjà poser une question à Patrick Topalov. J'aimerais savoir comment vit-on l'indifférence des gens, vu qu'on a connu un bon succès comme vous, quoi, vu qu'on a connu la popularité. Mais on ne la vit pas. On ne la vit pas, l'indifférence. On ne peut pas... Bon, moi, c'est un cas peut-être à part. Je peux dire que j'étais un privilégié. Il ne faut pas rêver. J'étais un privilégié. Et quand on se retrouve dans cette situation, on ne vit pas l'indifférence. On la subit. On la ressent. On la sent comme une chape de plomb sur les épaules. Et ce n'est pas une indifférence, c'est un regard laser qui vous transperce. Et donc on ne peut pas vivre ça. On y survit, mais on ne le vit pas. Parfois on en meurt. Quelqu'un d'autre? Je vous en prie, il y a un micro. Oui, bonjour. Moi, je suis très touchée par ces 4 personnes, leur histoire. Et j'aurais voulu savoir si finalement, je voulais poser la question à Sarah, si il est facile de vivre sa féminité au quotidien, vu la situation que vous avez vécue. C'est quoi vivre sa féminité, par exemple? C'est-à-dire par rapport à ce qu'on est une femme, qu'on est dans la rue, et puis bon, par rapport au regard des autres, quoi. C'est pas facile. C'est pas facile. Vivre dans la rue, c'est déjà pas facile, mais alors vivre sa féminité dans la rue, ça l'est encore moins. Il y a des fois, on préfère oublier qu'on est une femme dans la rue. On préfère carrément l'oublier. Bon, il y a des fois, on est obligé de se dire, mais je veux quand même faire paraître que je suis une femme, je veux rester femme. Et il y a des fois, on se dit, mais non, je veux être une personne avec les SDF, je veux être une SDF, je veux me fondre dans la masse. Je veux pas qu'on me regarde comme une femme dehors. Non, mais si on se dit, je veux être une femme et qu'on fait les fins. Moi, quand j'allais dormir chez des amis, j'étais heureuse de me mettre la crème. J'essayais toute la salle de bain, quoi. C'est-à-dire que je rentrais dans la salle de bain, trop des purs produits, et tout, vas-y, je me mets 50 crèmes. Tout ce que j'avais pas pu faire avant, je le faisais d'un coup. Mais si après, vous ressortez dans la rue, habillée en fille, bien belle et tout, là, vous vous dites, je vais me faire tuer, quoi. Comment ça se passe? C'est un appart. Oui, Patrick? C'est toujours... C'est marrant, hein. C'est les mêmes questions, toujours le regard des autres. C'est toujours axé là-dessus. Je suis sûr et certain que si on demande encore aux gens de poser d'autres questions, ce sera toujours axé autour de ça, le regard des autres. Comment peut-on lutter contre le regard des autres? On ne peut pas lutter. Il faut le surmonter. Il faut le surmonter. Il faut se foutre de tout. Et donc il faut y arriver. survivre à l'indifférence, au mépris. Justement, la pire chose que vous ayez vécue, Patrick Topalov, c'est laquelle? Excusez-moi. La pire chose que vous ayez vécue dans la rue? L'insécurité. La peur? Pourtant, je suis un homme. L'insécurité. Ça m'est arrivé, dans les premiers temps, de faire le coup de poing. Bon, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Après, on m'a foutu la paix. Ce qui n'est pas le cas, ni de Sarah, ni de Julia. C'est complètement... Ce sont des cas bien, bien différents. Nous, on a un avantage d'être des hommes et de pouvoir et de savoir se battre. Elle, c'est beaucoup plus grave. Et vous étiez entouré de garçons. Heureusement. Et justement, quand on Heureusement. Quand on est entouré de garçons, est-ce qu'il y a des relations amoureuses qui se nouent aussi dans la rue? Moi, les Parisiens, je vais les appeler comme ça parce que ce sera plus simple, avec qui je squattais, je les ai rencontrés, je n'étais pas encore dans la rue. Et je suis sortie avec l'un d'eux. Et quand je me suis retrouvée dehors, je suis restée avec. Et j'étais vraiment protégée, mais comment dire? Enfin, j'avais pas le droit de faire la bise à d'autres garçons. J'avais pas le droit de parler à d'autres garçons. Comme un souteneur? Voilà, sauf que j'étais pas une pute. Sauf que je couchais même pas avec lui. Enfin, c'était vraiment... dans la rue, moi, personnellement, j'ai jamais pensé au sexe, quoi. Jamais. Bon, on n'y pense pas trop. Hein. Voilà, non mais... Parce qu'on a d'autres choses à penser Surtout, que ça. voilà, on a tellement d'autres choses à penser que... Moi, je pensais pas... Enfin, voilà, après, il faut trouver un endroit, tout ça, machin, des capotes et tout, c'est super compliqué, quoi. C'est plus un protecteur. Ouais, voilà, c'était mon frère, quoi, quelque part. Voilà. C'est comme les grands frères qui disent à leur petite sœur, non, tu vas pas lui faire la bise, tu sors pas. Voilà, sauf que j'étais dehors. Sarah, vous avez eu des relations amoureuses avec des garçons? Mais oui, il y a Jérémy. Oui. Jérémy, j'en suis tombée raide dingue amoureuse, lui aussi, mais... Celui avec lequel on vous a vu Voilà. rentrer dans Popstar? Bon, à la fin, c'était plus possible parce qu'il devenait trop possessif, il devenait trop agressif.
Il avait peur que je m'en aille. Je lui disais que je voulais m'en sortir. Lui, apparemment, n'en avait pas vraiment envie. Et il avait peur que je parte et que je le laisse. Mais il est devenu agressif à un tel point que c'est ça qui m'a le plus dégoûtée, qui me dit « Non, mais Sarah, reste pas avec lui, un jour tu vas te faire frapper ». J'étais obligée de m'en séparer. Ça n'a rien à voir avec Popstar, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser. Vous avez fait le chemin à l'envers de Patrick Topalov, d'ailleurs. Hein. Vous êtes rentré dans la célébrité parce que c'est votre mère qui vous a inscrite à Popstar. Comment ils ont réagi, vos amis de la rue, quand vous leur avez dit voilà, je vais faire une émission de télé-réalité qui s'appelle Popstar? Mis à part Jérémy, qui avait encore plus peur de me perdre, ils ont tous super bien réagi. Ils étaient là pour me soutenir, ils me poussaient. Ils voulaient que je m'en sorte. Comme ils savaient que j'avais vraiment envie de m'en sortir, ils me poussaient. Ils me poussaient. Et ils étaient super contents. Ils m'ont dit mais vas-y, donne-toi à fond. J'avais peur d'y aller. Quand ma maman m'a dit que oui, je t'ai inscrit à Popstar, j'avais peur d'y aller. J'ai dit mais non, je peux pas y aller. Regardez comme je suis, je peux pas. Et ils m'ont dit mais si, tu y vas, c'est ta chance, vas-y, fonce. Et ils m'ont accompagnée jusque là-bas pour que j'y aille. Ce qui est extraordinaire, c'est que, enfin ça a frappé tout le monde. Hein. Quand vous étiez dans Popstar, normalement, dans cet endroit-là, il y a des chauffages et des lits. Hein. Vous dormiez par terre, vous? Ah mais dans les matelas, c'était atroce. J'avais l'impression de m'enfoncer. Je me disais qu'à un moment, le matelas, il allait se refermer sur moi et que j'allais étouffer. J'arrivais plus. J'avais tellement l'habitude de dormir par terre que dès que c'était trop mou, trop moelleux, c'était pas facile. Trop Ça vous est doux. arrivé, Patrick Topalov, aussi, hein, quand vous êtes sorti de la rue, de ne pas vouloir aller dormir dans un lit? Ah, pas du tout. Ah bon? Pas du tout. J'ai ressenti une jouissance extraordinaire. Ça, c'était pas trop moelleux. Vous savez, il y a 3 éléments essentiels lorsqu'on est dans la rue et qu'on dort dans la rue. C'est manger, boire, dormir. Survivre. Voilà. Donc ces 3-là, ça fait survivre. Exactement. C'est tout. Comment vous en êtes sorti, justement, C'est vous basique. C'est basique, c'est comme ça. Je m'en suis sorti grâce encore une sorte de hasard ou de coup de chance, je ne sais pas comment appeler ça. J'ai été invité par un ami dans un restaurant assez formidable aux environs à Paris, qui est une sorte de table d'hôte qui est là la cantine de Georges Brassens. Et j'ai rencontré un ami que je n'avais pas vu depuis 14 ans. Il m'a dit que deviens-tu? Je lui ai dit bon, je n'ai pas trop voulu lui expliquer ce que je devenais. Et il m'a dit ben pourquoi on ne ferait pas quelque chose ensemble? Je lui ai dit mais quoi? Faire quoi ensemble? Il m'a dit ben reconstruire, recommencer quelque chose. Mais recommencer quoi? Il y a tout de cassé. Tout est foutu en l'air. Et ben il me dit on va reconstituer le puzzle. Ça prendra du temps, on va le reconstituer. Et là, on se dit, à quoi bon? À quoi bon? Ça sert à rien. Je suis en bas, je vais pas remonter. Et puis, d'autres gens sont venus se greffer en disant, tu peux pas rester comme ça. Parce qu'ils ont su, évidemment, après. Bon, tu peux pas rester comme ça. Et effectivement, au bout de quelques années, on a reconstitué quelque chose qui est maintenant et qui existe. Et voilà. Et on peut juste dire que vous avez sorti une parodie de votre chanson, celle qui vous a rendu le plus célèbre, La chemise grise. Ah, c'est une parodie de la parodie. Parodie de la parodie, bah oui. Ce qui n'était jamais fait en France jusqu'à présent, une parodie de la parodie avec toujours Sim. Et que vous êtes en tournée à partir de mars 2004 dans toute la France dans une pièce intitulée, alors je ne sais pas si c'est un hasard, c'est ma première suicide party. Oui, c'est ma première suicide party. C'est une pièce comique, une pièce drôle. Et puis donc, on a monté une structure, un petit label de production, d'édition et de promotion. On essaye de créer quelque chose, de faire en sorte que ça fonctionne bien. Et puis, on est éditeur des Frères Ennemis. On va sortir un triple CD des Frères Ennemis. Bon, tout Ça repart. Tout repart. Et vous, Julia, entre la rue et le loft, il n'y a pas trop d'écart? Non, parce qu'il y a eu quelque chose entre les deux. Moi, je suis pas, contrairement à Sarah, je suis pas rentrée dans le loft. Enfin, je suis pas sortie de la rue pour rentrer dans le loft. D'abord, j'étais en foyer. Écart, hein. Ouais. Bah, d'abord, j'étais en foyer et là, pareil, je suis pas sortie de moi-même de la rue. On m'en a sorti, on m'a mise en foyer. J'avais un peu l'impression d'être en prison. Et après, je suis rentrée chez moi parce que j'étais majeure et qu'à partir du moment où j'étais majeure, la DAS décide qu'on n'est plus en danger. Donc 17 ans moins un jour, vous êtes en danger. 18 ans plus un jour, c'est mort pour vous. C'est curieux, hein? Ouais. Et je me souviens plus de votre question, du coup. Le grand écart entre la rue et le loft.
C'est très différent. Hein. C'est très différent et en même temps, c'est pareil parce qu'au niveau... Enfin, pareil. Chacun vit là-bas pour soi, quoi. Dans le loft, c'est chacun pour soi. C'est un peu comme dans la vie, non? Ouais. Sauf que dans la vie, contrairement à dans la rue, les gens, ils vous regardent parfois. Là, vous étiez très, très regardée. Ouais. Mais je pense que... Enfin, je sais pas... C'est peut-être... Ouais, j'avais peut-être envie d'être regardée d'une autre manière. Parce que jusqu'à ce que je rentre dans le loft, j'étais tout le temps habillée... Enfin, j'étais encore habillée en parka avec des pantalons troués... avec ma casquette et tout, j'avais pas... Et comme pour Sarah, est-ce que vos amis de la rue vous ont regardé dans le loft? Qu'est-ce qu'ils en ont, Oui. qu'est-ce qu'ils en ont dit? C'était plutôt bien vu ou mal vu? C'était très mal vu. Alors, j'ai plus aucun ami, aucune personne... Enfin, il y en a beaucoup qui ont disparu, qui sont partis dans d'autres villes. Pourquoi? De vrais rebelles? Vous étiez vendus à la télévision? Ouais, voilà. Je suis une vendue, je suis une traître, je les ai trahis. Et en même temps, je comprends qu'ils disent ça. En même temps, je m'en suis sortie, pas eux. Je comprends qu'ils aient un petit truc au cœur, quoi. C'est normal, mais... Moi, quand j'ai fait l'offre, je pensais à eux. Je pensais à quand je sortirais, que j'irais les voir, que je partagerais avec eux, que je leur filerais des thunes ou à manger, que je les inviterais chez moi, dans mon appart à moi, quoi, que ce serait un loft, mais avec des vrais gens dans la vraie vie. Et elle a raison. C'est quand on a connu et vécu ça, après, quand on s'en sort, si on s'en sort, il y a une soif de reconnaissance, une soif de se dire... C'est moi, je suis là, coucou. Vous ne pouvez pas savoir, c'est inextinguible. Une soif de reconnaissance. C'est tout l'ego qu'on a mis de côté pendant tout ce temps, on était dehors, qui ressort. C'était fou. Ça ressort. Ça alors, aussi, vous le ressentez, Sarah? Ah ouais, mais on a besoin de se sentir reconnu. On a besoin de dire, moi, j'y suis arrivée. C'est moi, j'étais là, maintenant, je suis là. J'existe, je réexiste. C'est très difficile parce que les gens de la rue qui restent vous empêchent de vous en sortir. Moi, j'ai vu un jeune homme qui purge 18 ans de prison à Fresnes en ce moment, qui a voulu sortir de la rue, qui a arrêté la drogue, qui a été attaqué au couteau et au rasoir par des gens qui ne voulaient pas qu'il s'en sorte parce qu'il avait un squat et qu'il allait émerger. Ça dépend des gens. Moi, j'ai jamais connu ça, bien au contraire. Moi, j'en connais beaucoup. Les gens qui m'entouraient m'ont toujours poussée. Maintenant que je m'en suis sortie, mais je retourne les voir, ils sont toujours aussi heureux de me voir. Je connais Louis, moi qui s'en est sorti, qui est gardien d'une propriété à Saint-Tropez. Personne ne l'a tabassé, mais il a eu un concours de circonstances qui l'a aidé à se sortir de la rue, une volonté farouche. Il s'est arrêté de boire. Il a conduit le camion lorsque nous sommes partis en Bosnie pendant la guerre, donc il s'était arrêté de boire pour conduire. C'est un homme qui a un caractère, un courage exceptionnel et une volonté exceptionnelle. Mais on ne se sort pas facilement de la rue. Quand vous appartenez au monde de la rue, vous devez y rester. Julia, qu'est-ce qui reste de la rue? Qu'est-ce qu'il y a des traces indélébiles? Oui. Toujours, hein, comme je disais tout à l'heure, parfois j'ai toujours envie d'y retourner, quoi. C'est peut-être... ça paraît fou, cette attirance, c'est comme fou, ça. Mais je sais pas comment expliquer. C'était vraiment un moment de ma vie où... Mais je comprends pas, vous allez sortir un disque qui s'appelle Overground au printemps, ça marche pour c'est un vinyle, c'est pour les clubs, c'est pas un CD de titres. Voilà. Qu'importe. Ouais, ça marche maintenant, mais... Pourquoi est-ce que vous avez envie, pourquoi vous êtes attiré encore par le fond, comme disait Patrick Topalov? C'est bizarre. Je sais pas. Franchement, je me pose toujours la question. Je discutais tout à l'heure avec Sarah et c'est vrai que... On savait pas, mais qu'on en avait besoin. C'est même pas une envie, c'est un besoin. On a besoin de repartir voir les gens qu'on a connus là-bas, on a besoin de refaire la manche avec eux. C'est terrible ce que vous dites. Moi, ça marque. Ça paraît affolant, mais non. C'est un côté attirant, au contraire. C'est très morbide quand même. Oui, mais l'homme parfois est attiré par l'être humain est parfois attiré par le morbide. On se dit, en fin de compte, j'étais peinard. J'étais peinard, on me foutait la paix. J'avais pas le téléphone qui sonnait, j'avais rien, j'étais peinard. Pas d'impôt. Oui, pas peinard, on n'a pas à manger, on dort dans le froid. On se débrouille toujours à mais c'est comme le service militaire, on garde que les bons souvenirs à la limite. À la limite. En même temps, ce qu'on disait avec Julia tout à l'heure, c'est que ça met du piment. Le matin, si on est en squat, mais c'est terrible, comment on peut aider les SDF si vous dites après que dans la rue, ça met du piment dans une vie? On ne dit pas c'est bien. On ne dit pas que c'est bien, on dit que maintenant qu'on n'est plus dedans, eh ben, parfois, on a encore l'appel. Voilà. Qu'est-ce qui vous manque quand vous dites du piment dans la vie? Qu'est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui dans votre vie, Sarah? Vous qui allez vous aussi sortir d'un disque, ça s'appelle Je laisse faire, on va en voir un extrait, on va voir l'extrait de votre clip dans quelques instants. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Je ne sais pas ce qui me manque. Tout ce que je sais, c'est que quand j'étais dans la rue tous les matins, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Julien, on se levait et puis on se disait mais où je vais dormir ce soir? Qu'est-ce que je vais manger?
où je vais aller taper la manche. Dans la vie, quoi. Se lever Et le on a matin, toujours chercher ce son but. squat du soir. Et c'est ce qui met du piment parce qu'on se dit, mais peut-être ce soir, j'aurai même pas d'endroit où dormir, on va dormir dehors. Puis en même temps, on se disait, oui, mais il faut qu'on cherche, il faut qu'on se donne à fond pour trouver un endroit où on va dormir. Mais il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre but dans la vie que de chercher à dormir et à manger, Patrick? Il y a deux incertitudes. Maintenant qu'on en est sorti, il y a l'incertitude de la carrière. Quand on y était, c'était l'incertitude du lendemain. Ce qui n'a rien à voir. Et ce qu'on regrette peut-être un petit peu, c'est justement l'incertitude du lendemain. Maintenant qu'on a, à la limite, on s'en est sorti, entre guillemets, hein, vraiment entre guillemets. Mais d'une incertitude, on est passé à une autre. Qui est peut-être plus angoissante. Quelqu'un veut réagir sur ce qui vient d'être dit? Je vous en prie, vous avez un micro. J'ai une question à poser à Claudie. Déjà, je trouve votre démarche très intéressante et courageuse. Comme on disait, les gens tournent le dos facilement quand on ne fait pas partie du même noyau. Donc c'est vraiment très courageux de votre part. Et une question, les SDF, je me demande comment ils peuvent supporter toute cette douleur physique, cette souffrance physique et morale. Et en fait, je voulais savoir si les SDF se suicidaient. Alors, c'est beaucoup de suicides, excusez-moi. Pour supporter, c'est l'alcool. L'alcool qui met fin à la peur, qui permet d'oublier, qui réchauffe. Moi, j'ai compris. Il a fallu que je sois moi-même à la rue, que je dorme à la rue, que j'ai froid. Vous êtes mis à boire, Claudie? Ah non. Ah bon. Non, mais j'ai compris qu'on puisse boire. Ah, j'ai vraiment compris. Parce que moi, j'ai toujours eu peur. C'est épouvantable. C'est un monde impitoyable. Franchement, je ne le faisais pas par plaisir. Et comme Patrick Topalov, j'ai retrouvé mon lit, moi. Mais alors, tous les soirs, quand je vais me coucher, je suis contente d'avoir un bon lit parce que ce n'est pas un plaisir de dormir à la rue. Et les suicides, vivre à la rue est un suicide. C'est suicidaire. C'est une démarche suicidaire. Mais au sens propre, des suicides, vous en avez vu, par exemple? Non. Julia, par contre, je voudrais réagir sur quelque chose qu'a dit Claudie. Elle dit que dans la rue, les gens boivent beaucoup. Vous avez bu, vous? Non. Non, non. Moi, je suis déjà... c'est bon, j'avais pas envie de boire, j'aime pas l'alcool, et donc c'était pas... Mais c'est vrai que ça m'est arrivé, hein, mais je veux dire, j'ai jamais eu le besoin d'avoir ma bouteille. Et c'est vrai que l'alcool, ça réchauffe, ça enlève la faim. Et puis les idées, et la bouteille, les idées et la bouteille, c'est une amie, quoi. On s'accroche à sa bouteille. Ah oui. Et voilà. Une béquille. Oui. Vous avez eu cette béquille aussi, Patrick? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Je la partage avec les autres. Oui. Et ça, comment ça se passe quand on partage ça? Bon, je dirais pas que c'est convivial, hein, mais c'est un pis-aller. C'est un pis-aller. C'est comme de la drogue, c'est pareil. Comme fumer un joint ou un truc, on picole. Ça aussi, ça embrume les idées, ça embrume tout ça. Et puis on se laisse glisser là au fond de l'océan. On est bien là. Puis on rigole aussi. C'est la mort la plus douce, hein, de se noyer. C'était facile d'aller acheter de l'alcool quand on s'appelle Patrick Topalov? Parce qu'il faut être basique aussi, hein, puisque vous dites qu'il faut manger, boire et dormir. Oui, alors moi j'y allais, on me donnait de l'argent et j'allais chez un arabe, là, puis je ramenais 2-3 bouteilles, c'était pas du hein. Oui, et on se ramenait ça, et puis bon Dieu, mon Dieu, on buvait en se racontant ce qu'on avait envie de se raconter. Pas nos vies, mais ce qu'on avait. On parlait pas de Cervantes ou de Kant. Hein. De quoi on parle? On parle du passé, de ce qu'on a fait dans la journée, de ce qu'on va faire le lendemain, des gens qu'on a croisés. Jamais du passé, Patrick, jamais du passé. On parle pas, les uns ne parlent pas de leurs femmes qu'ils ont aimées, non, qui les ont quittées, ou vous de votre passé glorieux. Non, parce que je crois qu'ils avaient dépassé ce stade. Les gens avec lesquels je parlais, ils avaient dépassé ce stade. Et comme ils avaient dépassé ce stade, je n'avais pas envie de leur en parler. D'abord, j'avais aucune raison de me vanter. Et ensuite, je ne voulais pas réveiller des souvenirs peut-être parfois douloureux, voire dramatiques. Donc, hop, je disais rien. On buvait des canons ensemble. Sarah, qu'est-ce que ça vous fait, vous qui étiez dans la rue il n'y a pas si longtemps? Je rappelle que vous êtes rentrée directement de la rue dans une émission de télévision, Popstar. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de sortir un disque? Pour l'instant, de sortir un disque, comme d'être passé à Popstar, comme d'être hébergée aujourd'hui, j'ai quasiment plus de repères. J'ai plus la notion du temps. Je suis un peu désorientée. C'est peut-être bête à dire, mais je sais plus
plus réellement qui je suis ou qui j'étais. Ça va revenir très vite. J'ai besoin de me recréer une personnalité. Pour l'instant, j'ai énormément de mal. Votre maman, elle est fière de vous? Ma mère est fière de moi, comme toutes les mères. Eh ben, c'est l'essentiel. On va regarder un extrait de votre clip. Je rappelle que votre single s'appelle Je laisse faire et qu'il va sortir là incessamment sous peu. De votre clip, Sarah. J'espère que vous aurez beaucoup de succès et plus la tentation d'aller voir ce qui se passait là-bas. Enfin, si tel est votre choix. Merci à tous nos invités d'être venus nous raconter la rue à leurs différentes manières. Oui, Patrick. Je voudrais dire une chose, Evelyne, je voudrais dire une chose. Je suis très content d'avoir fait cette émission avec vous. C'est la dernière que je fais, en tout cas, dans ce style-là, dans ce genre-là. C'est-à-dire, vous ne voulez plus vous raconter? Je ne veux plus qu'on en parle. Maintenant, je continue ma carrière, qui a eu un petit moment de flottement. Je ne veux plus qu'on en parle. Et je suis très content et très touché de l'avoir fait avec vous, cette dernière. Eh bien, nous sommes tous extrêmement touchés que vous nous ayez choisis pour parler de cette expérience que vous avez vécue, celle de la rue, ainsi que nos invités. Merci du fond du cœur. Merci à vous. Et puis, on croise les doigts pour votre pièce, le vinyle, le CD, et bien sûr votre livre et votre expérience. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.